Un motard entra dans le petit restaurant de la ville, gifla un vétéran de 81 ans et pensa qu'il s'en tirerait. 22 minutes plus tard, le bruit de moteur diesel à l'extérieur lui annonça que sa journée allait changer pour toujours. On aurait entendu une mouche voler. Un instant, Earl Jennings sirotait son café, discutant du temps avec la serveuse. L'instant d'après, le claquement sec de la main d'un motard sur sa joue déchira l'air comme un coup de feu. Les conversations s'interrompirent en pleine phrase, les fourchettes restèrent suspendues en l'air. Tous les regards, dans le Mel's Country Diner, se figèrent sur la même table, la banquette numéro 4 près de la fenêtre. Earl ne bougea pas tout de suite. La brûlure se propagea sur son visage, mais il resta immobile, sa main posée sur le bord de la table. À 81 ans, il avait traversé pire, bien pire. Mais quelque chose dans ce coup était différent. Ce n'était pas seulement le coup physique, c'était le manque de respect, le mépris complet pour tout ce qu'il avait donné à ce pays. Travis Murdoch se tenait au-dessus de lui, son blouson de cuir grinçant tandis qu'il déplaçait son poids. Un écusson dentelé sur sa manche portait l'inscription « Iron Jackal MC », un club de motards dont les habitants savaient qu'il fallait se tenir à l'écart. Il n'était pas étranger ici, Henderson, Tennessee, était trop petite pour les étrangers, mais les gens gardaient leur distance. Murdoch avait l'habitude de chercher les ennuis et de les faire perdurer. « Qu'est-ce qu'il y a, le vieux » ricana Murdoch, désignant du menton les médailles de service du Vietnam épinglées à la casquette d'Earl. « Tu crois que ça te rend spécial ? C'était il y a longtemps, personne n'en a rien à faire. » La voix d'Earl était calme mais ferme. « Tu en as assez dit, va-t'en. » Mais Murdoch ne s'en alla pas. Il se pencha plus près, assez près pour qu'Earl sente l'odeur aigre de bière éventée dans son haleine. Et puis, sans avertissement, la gifle arriva, forte, bruyante, en public. La pièce devint silencieuse. La serveuse, une femme menue d'une trentaine d'années nommée Carla, s'avança mais se figea quand l'un des amis de Murdoch, un homme imposant aux tatouages grimpant le long de son cou, lui lança un regard d'avertissement. « Tu dépasses les bornes, Travis » lança un homme au comptoir, sa voix basse mais ferme. Il fut ignoré. Earl ne haussa pas la voix. Il n'essaya pas de se lever. Au lieu de cela, il plongea la main dans la poche de sa veste militaire vert délavé et en sortit son téléphone. Ses doigts bougèrent lentement, délibérément. Un court message, 2 mots, venait maintenant. Il posa le téléphone à côté de son assiette, reprit son café et but une autre gorgée. Sa main ne tremblait pas. Murdoch rit, jetant un coup d'œil autour de lui comme s'il s'attendait à ce que la salle le rejoigne. Personne ne le fit. Au lieu de cela, les regards faisaient des allers-retours entre Earl et le motard, attendant de voir ce qui allait se passer. « Tu crois qu'appeler quelqu'un va te sauver » railla Murdoch, sa voix portant jusqu'au fond du restaurant. « Personne ne va entrer ici et me dire ce que je dois faire. » Earl ne répondit pas. Il avait appris depuis longtemps que le silence pouvait être plus fort que les cris. De l'autre côté du restaurant, un adolescent en casquette de baseball chuchota à sa mère, « Ce n'est pas le gars du centre des anciens combattants. » Elle le fit taire rapidement, sortant son téléphone. Les secondes s'éternisaient. Murdoch s'assit à une table voisine, ses amis l'entourant. Ils commandèrent du café à Carla comme si rien ne s'était passé. Elle le servit sans un mot, les lèvres serrées. Earl garda les yeux sur la fenêtre. Dehors, sur Main Street, la circulation était légère. Un pick-up passa, un chien aboya quelque part au loin. Il savait que cela prendrait du temps, mais pas beaucoup. L'homme au comptoir se pencha vers la banquette d'Earl. « Êtes-vous sûr que vous ne voulez pas que j'appelle le shérif Beckett » demanda-t-il doucement. Earl secoua la tête. « Pas besoin. Quelqu'un arrive. » L'homme semblait vouloir insister, mais quelque chose dans l'expression d'Earl lui dit de ne pas le faire. Au fond du restaurant, la voix de Murdoch s'éleva de nouveau. Il racontait, fort et en exagérant, une histoire de bagarre dans un bar à Memphis. Ses amis riaient à chaque phrase, que ce soit drôle ou non, mais les rires semblaient forcés, même sentait la tension dans l'air. Le téléphone d'Earl vibra une fois sur la table. Il jeta un coup d'œil à l'écran, puis le remit dans sa poche. Aucun changement d'expression, juste un très léger froncement au coin de sa bouche. Quelque part dehors, un moteur diesel grondait au loin, mais ici, personne n'en parlait encore. Pourtant, ce son grave et régulier était sur le point de tout changer à l'intérieur du Mel's Country Diner. La gifle fut terminée en quelques secondes, mais son poids persistait, comme une fumée qui ne se dissiperait pas.
Les conversations restèrent étouffées, les voix à peine plus hautes qu'un murmure. Les habitués à l'arrière continuaient de jeter des coups d'œil vers la banquette d'Earl, ne sachant s'ils regardaient un homme qui attendait son heure ou un vieux vétéran avalant silencieusement sa fierté. Earl était assis droit, les épaules carrées, sa tasse de café à la main. Son expression ne changeait pas. Il ressemblait plus à quelqu'un qui attend un bus en retard qu'à un homme qui venait d'être humilié devant 2 douzaines de personnes. C'est ce calme qui maintenait tout le monde cloué à son siège. C'était troublant à sa manière silencieuse, le genre de calme qui signifiait que quelque chose se préparait. Murdoch se pencha en arrière dans sa chaise, ses bottes posées sur une autre, sirotant son café comme s'il était le propriétaire des lieux. De temps en temps, il lançait un sourire narquois à Earl, attendant une réaction qui ne venait jamais. L'un de ses amis, celui qui était tatoué, continuait de scanner le restaurant, fixant du regard quiconque le regardait trop longtemps. Carla, encore secouée, s'affairait à essuyer des tables qui n'en avaient pas besoin. Quand elle passa près de la banquette d'Earl, elle baissa la voix, « Vous. » Le regard d'Earl resta fixé sur la rue à l'extérieur. Ses yeux suivirent les siens vers la fenêtre, rien dehors pour l'instant, à part la voiture qui passait de temps en temps. Au comptoir, l'homme qui avait parlé plus tôt, Phil Mselin, un camionneur à la retraite, marmonna à l'homme plus âgé à côté de lui, « Si j'avais son âge et que quelqu'un me giflait comme ça. » « Tu n'es pas lui, » le coupa l'homme sèchement, « et tu n'as jamais fait la guerre. » Cela fit taire Phil pour le moment. Les minutes s'écoulaient, lentes mais lourdes. Le cliquetis des couverts était le seul véritable son, mis à part le grincement des baskets de Carla sur le carrelage. Dehors, une rafale de vent fit rouler un gobelet en papier le long du trottoir. Le téléphone d'Earl resta dans la poche de sa veste, il ne le vérifia plus. Au lieu de cela, il traça un doigt le long du bord de son assiette, comme s'il pensait à tout sauf à l'homme assis à une quinzaine de pieds. En vérité, ses pensées étaient précises, mesurées. Il savait exactement combien de temps cela prendrait. Henderson n'était pas une ville tentaculaire, l'installation de la garde nationale se trouvait juste à l'extérieur de la ville, et si son fils, non, quand son fils verrait ce message, il ne perdrait pas une seconde. À l'intérieur du restaurant, la tension était palpable. Murdoch termina son café et fit signe pour une recharge. Carla le remplit sans croiser son regard. « Tu verses le café comme si tu avais peur de le renverser », plaisanta Murdoch bruyamment. Elle ne répondit pas et la pièce resta silencieuse. Phil finit par se tourner sur son siège, interpellant à travers le restaurant, « Travis, pourquoi ne le laisses-tu pas tranquille? Tu as fait passer ton message. » Le sourire de Murdoch s'élargit, « Mon message? Oh, Phil, je viens à peine de commencer. » Earl détourna finalement son regard de la fenêtre vers Murdoch. « C'est fini, dit-il simplement. » Le sourire narquois de Murdoch vacilla un bref instant, puis il gloussa, secouant la tête, « Vieil homme, ce n'est pas à toi de décider. » La clochette au-dessus de la porte d'entrée du restaurant tinta alors qu'un jeune couple entrait, s'arrêtant à mi-pas en sentant la tension dans la pièce. Ils se glissèrent dans une banquette dans le coin, se chuchotant l'un à l'autre. Dehors, un autre moteur diesel passa, plus proche cette fois, mais encore une fois, personne ne fit de commentaire. Carla passa près de Phil et murmura sous son souffle, « On dirait qu'on attend quelque chose. » Phil garda les yeux sur Earl, « On attend, oui. » Murdoch capta cela et éclata de rire. « Qu'est-ce qui arrive, hein? Tu crois que quelqu'un va débarquer ici et... » Il s'arrêta quand Earl posa sa tasse de café avec un léger clic sur la soucoupe. C'était tout, pas de mots, juste ce petit son délibéré. Le motard tatoué jeta un coup d'œil à Murdoch, une lueur d'incertitude passant entre eux. D'autres minutes s'écoulèrent, les gens bougeaient sur leur siège. Carla remplissait les cafés que personne ne buvait. L'adolescent de tout à l'heure continuait de jeter des coups d'œil furtifs à Earl, comme pour essayer de comprendre comment cela allait finir. Puis, faible mais grandissant, il y eut à nouveau ce grondement sourd à l'extérieur, plus fort maintenant, constant, impossible à méprendre. Phil tourna la tête vers la fenêtre. « Tu entends ça » murmura-t-il. Earl ne répondit pas, mais le sourire narquois de Murdoch avait déjà commencé à s'estomper, et tout le monde dans le restaurant pouvait sentir le changement approcher. À quelques kilomètres de là, à l'intérieur de l'installation d'entraînement de la garde nationale, en bordure de Henderson, la journée s'était déroulée. Comme sur des roulettes. Le sergent Calvin Rix, un vétéran de l'armée américaine après 20 ans de service, était à mi-parcours d'un briefing avec 7 de ses anciens frères de peloton. Ils s'étaient réunis pour un exercice d'entraînement conjoint,
quelque chose qu'il faisait 2 fois par an pour rester affûté et maintenir des liens solides. Le téléphone de Calvin était posé face contre table, quand il vibra, il n'y pensa pas beaucoup jusqu'à ce qu'il voie le nom, « Papa ». 2 mots brillaient sur l'écran, « Viens maintenant ». C'était tout. Pas d'explication, pas de ponctuation. Mais Calvin connaissait le style de son père. Earl Jennings ne gaspillait pas ses mots et il n'appelait pas à l'aide à moins que la situation ne l'exige. Ce n'était pas le genre de message que l'on ignorait ou auquel on répondait par un « pouce levé ». Calvin se leva si brusquement que sa chaise racla le sol en béton. « J'ai besoin d'une minute », dit-il au groupe, déjà en mouvement vers la porte. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Thomas Vega, un homme aux larges épaules avec une coupe en brosse et une voix calme qui posait rarement des questions. Calvin ne ralentit pas, « Mon père est en difficulté. » Les yeux de Vega s'aiguisèrent. « Où ? Au MLS dîner ?» C'était suffisant. Les autres échangèrent des regards et, sans avoir besoin d'une demande formelle, ils commencèrent à bouger, saisissant leurs vestes, casquettes et clés. Au cours de leurs années de service ensemble, ils avaient appris à lire l'urgence sans les détails. Au moment où Calvin atteignit sa camionnette, Vega se glissait sur le siège passager. Derrière eux, 2 autres camions démarrèrent, le doux ronronnement des moteurs diesel résonnant dans le petit parking alors qu'ils s'engageaient sur Main Street. La prise de Calvin se resserra sur le volant. « C'est Travis Murdoch », dit-il finalement. « Ça doit être lui. Papa ne m'appellerait pas si ce n'était pas sérieux, et ce type est une source d'ennui depuis le jour où il est arrivé ici. » Vega hocha brièvement la tête. « Tu veux que j'appelle le shérif Beckett ?»« Non, » répondit Calvin, « pas encore. Je ne vais pas laisser mon père attendre encore 30 minutes qu'un rapport officiel soit déposé. Nous verrons d'abord ce qu'il en est. » Ils roulèrent en silence un instant, le genre de silence qui n'était pas gênant mais concentré. L'esprit de Calvin élaborait déjà des scénarios, ce qu'il pourrait trouver, comment Murdoch pourrait réagir, comment empêcher les choses de dégénérer tout en faisant clairement comprendre qu'Earl n'était pas un homme à qui l'on manquait de respect. Dans le camion derrière eux, Patrick Doulin baissa sa fenêtre et cria par-dessus le moteur. « Penses-tu que ça va devenir physique ?» Calvin ne répondit pas tout de suite. « Ça dépend de Murdoch », finit-il par dire, mais d'une manière ou d'une autre, il va apprendre quelque chose aujourd'hui. Le convoi de 3 camions serpenta à travers la ville, attirant plus d'un regard curieux de la part des piétons. Les gens d'Henderson n'avaient pas l'habitude de voir 8 hommes bâtis comme des murs se déplacer ensemble avec détermination. Ils firent le dernier virage sur Main Street. L'enseigne néon du MLS Country Diner clignotait devant eux. De là, Calvin apercevait son père à travers la vitrine. Même banquette, même posture, tasse de café à la main. Murdoch était assis à quelques tables de là, la tête penchée en arrière, riant à quelque chose qu'un de ses amis avait dit. Calvin gara le camion avec fermeté mais précision, les pneus effleurant le trottoir. Les 2 autres camions se mirent en place derrière lui. Les portes s'ouvrirent presque à l'unisson, des bottes heurtèrent le pavement. À l'intérieur du restaurant, les têtes commencèrent à se tourner. La main de Carla se figea en plein service alors qu'elle les apercevait à travers la vitre. Phil marmonna quelque chose entre ses dents. Calvin rajusta sa casquette et poussa la porte. Le tintement de la clochette résonna vivement contre le brouhaha étouffé. Il entra le premier, ses frères de peloton se déployant juste derrière lui, non pas en cercle menaçant, mais d'une manière qui rendait leur présence impossible à ignorer. « Bonjour papa », dit Calvin d'une voix égale. Earl leva les yeux et fit un unique signe de tête. « Cal. » Les yeux de Murdoch passèrent du père au fils, son sourire narquois vacillant à peine. Vega s'arrêta près du comptoir, un bras nonchalamment posé dessus, tandis que les autres se plaçaient à différents endroits de la pièce. Personne n'avait encore dit un mot, mais l'énergie changea. Calvin s'avança vers la banquette d'Earl, ses pas lents mais réguliers. Il ne regarda pas Murdoch tout de suite, pas avant d'avoir atteint la table. « Tu vas bien ?»« Je vais bien », répondit Earl, « mais cet homme ici ne comprend pas le respect. » Calvin tourna finalement son regard vers Murdoch. « C'est ça ?» Murdoch s'appuya en arrière sur sa chaise, forçant un rire. « C'est. T'es ton gamin ? Je le pensais plus grand. » Quelques amis de Murdoch gloussèrent nerveusement. Calvin ne sia pas, « Je suis largement assez grand. » Mais la façon dont il le dit fit que le restaurant sembla plus petit, et même les amis de Murdoch sentirent l'atmosphère s'alourdir. Calvin ne quitta pas Murdoch des yeux, mais il était conscient de chaque mouvement dans la pièce. Vega resta près du comptoir, bras croisés,
ses yeux balayant le restaurant comme un homme qui scannait un champ de bataille. Doolin et Carter s'installèrent à une banquette vide, inclinés juste assez pour garder Murdoch en vue sans que ce soit évident. Les autres se tenaient debout ou s'appuyaient nonchalamment contre les murs, mais il n'y avait rien de nonchalamment dans leur posture. Murdoch les regarda chacun, essayant d'évaluer à qui il avait affaire. Il reconnaissait des soldats quand il en voyait. Ce n'étaient pas des enfants qui jouaient à se déguiser, ces hommes avaient été dans des endroits où lui n'avait pas été, et ils se comportaient comme tels. « On dirait que tu as amené un public, » dit Murdoch, élevant la voix juste assez pour que tout le restaurant entende. Calvin se glissa sur la banquette en face de son père, ses mouvements délibérés, mesurés. « Non, j'ai amené des témoins. » Une vague de réaction parcourut la pièce. Carla posa la cafetière sur le comptoir, gardant ses distances mais restant assez proche pour tout voir et entendre. Phil Emselin intervint depuis le comptoir. « Travis, il est peut-être temps que tu partes. » Murdoch lui lança un regard noir. « Je partirai quand je serai prêt. » La voix de Calvin resta calme. « Tu es prêt maintenant. » Cela valut quelques regards rapides des habitués. Le ton de Calvin n'était pas fort, mais il avait du poids, c'était le genre de voix qui vous faisait écouter sans que vous vous rendiez compte que vous vous étiez penché en avant. Murdoch rit de nouveau, mais son rire n'eut pas l'effet escompté. Ses amis étaient plus silencieux maintenant, leurs yeux naviguant entre lui et les hommes qui venaient d'entrer. « Ton vieux a la langue bien pendue, » dit Murdoch. « Ça doit être de famille. » Calvin ne sourit pas, « Mon père a gagné le droit de dire ce qu'il veut. Toi, pas tellement. » La tension monta d'un cran. Vega changea sa position, non pas agressivement, mais suffisamment pour attirer l'attention de Murdoch pendant une seconde. Earl posa enfin sa tasse de café et regarda Murdoch directement. « Sais-tu ce que c'est de tenir la main d'un homme qui meurt et de lui promettre que tu rentreras à la maison? » Moi, oui. Je l'ai fait plus d'une fois. Et je suis revenu ici pour vivre en paix, pas pour me faire gifler par un homme qui cherche à se sentir plus grand qu'il n'est. Murdoch ouvrit la bouche pour répondre, mais Calvin l'interrompit. « Tu as giflé un vétéran de 81 ans devant une pièce pleine de gens, et maintenant tu es assis ici comme si tu avais fait quelque chose dont tu pouvais être fier. Ce n'est pas comme ça que ça va finir. » Dehors, le soleil de fin de matinée accrochait les pare-chocs chromés des camions alignés au trottoir. Une petite foule avait commencé à se rassembler, curieuse de l'arrivée soudaine de 3 pick-up de qualité militaire devant le MLS. Quelques badauds pressaient leur visage contre la vitre, essayant d'apercevoir ce qui se passait à l'intérieur. Murdoch s'agita sur sa chaise, sa confiance s'effritant par de minuscules fissures. « Quoi, vous allez me jeter dehors? Vous tous ?» Calvin se pencha légèrement en avant. « Nous n'avons pas besoin de vous jeter dehors. Vous allez sortir par vous-même, et avant de le faire, vous allez présenter vos excuses à mon père. » Murdoch ricana. « Pas question. » La pièce sembla retenir son souffle. La voix de Vega rompit le silence. « Alors tu vas te compliquer la vie bien plus que ça ne devrait l'être. » Les amis de Murdoch échangèrent des regards inquiets. L'un d'eux remua sur sa chaise comme s'il reconsidérait sa présence ici. Carla parla enfin depuis le comptoir, sa voix ferme mais basse. « Travis, dis juste que tu es désolé et pars. Personne ne veut que ça empire. » Pendant un instant, on aurait dit qu'il allait le faire. Sa mâchoire se contracta, ses yeux papillonnant d'Earl à Calvin, puis vers les hommes éparpillés dans le restaurant, mais sa fierté reprit alors le dessus. « Je ne m'excuserai pour rien. » Calvin ne bougea pas, n'éleva pas la voix. « Alors tu ferais mieux d'être prêt pour un genre d'ennui dont tu ne pourras pas te tirer en fanfaronnant. » La clochette au-dessus de la porte tinta alors qu'un autre homme entrait. Pas un membre du groupe de Calvin, mais un habitué qui, après avoir jeté un coup d'œil à la scène, alla discrètement s'asseoir près de la porte, comme prêt à observer comment les choses allaient tourner. La bravade de Murdoch s'effilochait, et cela se voyait à la façon dont ses doigts tapaient contre sa tasse de café. Il ne riait plus, mais au lieu de pousser les chauds. Et plus loin tout de suite, Calvin laissa le silence s'étirer, sachant que parfois, une pause pouvait peser plus lourd qu'un coup de poing. Le silence dans le restaurant avait changé. Ce n'était plus le silence tendu et incertain d'avant l'arrivée de Calvin, c'était plus lourd, plus marqué, comme si l'air lui-même attendait de voir qui céderait le premier. Calvin était assis en face d'Earl, les coudes sur la table, les yeux fixés sur Murdoch. « Tu as 2 choix, dit-il d'une voix égale. Lève-toi, arrange les choses et sors d'ici avec le peu de fierté qu'il te reste, ou reste assis et continue de faire semblant d'être l'homme le plus fort de la pièce. »
Murdoch força un sourire narquois, mais ses épaules trahirent la vérité, une légère courbure, comme si le poids des regards sur lui commençait à peser. « Tu crois que tu me fais peur ?» « Non, » répondit Calvin. « Je pense que tu sais exactement qui nous sommes, et c'est pour ça que tu n'arrêtes pas de parler. » Cela arracha quelques rires discrets à Vega et aux autres, bien que personne ne se soit rapproché. Ils n'en avaient pas besoin, leur seule présence était le message. La voix d'Earl coupa l'air, calme mais bordée d'acier. « Travis, je n'ai pas besoin de ta peur, j'ai besoin de ton respect. Et si tu ne peux pas me le donner, tu vas apprendre pourquoi tu aurais dû. » Murdoch se pencha en avant, essayant de regagner du terrain. « Le respect, ça se gagne, vieil homme. » Earl ne sia pas, « Alors tu viens de prouver que tu n'en as jamais gagné. » Les mots eurent l'effet d'une gifle. Quelques clients remuèrent sur leurs chaises, les yeux écarquillés. Carla cessa d'essuyer une table à mi-chemin, observant depuis son coin. Les amis de Murdoch ne riaient plus. Celui qui était tatoué prit la parole, bien que sa voix manquât de conviction. « Écoute, peut-être qu'on devrait juste finir notre café et partir. » Murdoch lui lança un regard noir, mais la faille s'élargissait, son équipe n'était pas aussi sûre qu'il essayait de le faire croire. Calvin se leva lentement et délibérément, repoussant sa chaise sans rompre le contact visuel. « Voilà le truc, dit-il. Tu sors d'ici sans t'excuser, et tout le monde dans cette pièce se souviendra de toi comme du type qui a giflé un vétéran et fui les conséquences. Tu t'excuses, tu peux sortir la tête haute, et peut-être que les gens penseront que tu as mal jugé, mais que tu as été assez homme pour l'assumer. Dans tous les cas, ça se termine avec toi qui sors. Le choix t'appartient. » Murdoch regarda les hommes autour du restaurant, grands, disciplinés, immobiles. Aucun d'eux ne l'avait touché, mais leur immobilité formait un mur qu'ils ne pouvaient franchir. « Tu as amené toute une armée pour ça ?» marmonna-t-il. Calvin ne détourna pas le regard. « Non, ils étaient déjà avec moi. C'est la différence entre toi et nous, quand l'un des nôtres appelle, on vient. » Les yeux d'Earl s'adoucirent pour la première fois ce matin-là. Il ne sourit pas, mais il y avait de la fierté dans son regard. Phil, au comptoir, décida d'ajouter sa propre pique. « Travis, si tu es malin, tu prendras la sortie facile. Sinon, tu seras une histoire que les gens raconteront pendant des années, et tu n'aimeras pas comment ça finit. » La main de Murdoch tressaillit près de sa tasse. Pendant une seconde, on aurait dit qu'il allait la claquer sur la table et se lever, mais au lieu de cela, il se cala sur sa chaise, les bras croisés. « Peut-être que je me fiche de ce que les gens disent. » Calvin fit un pas de plus. « Tu t'en soucieras. » Les mots étaient doux, mais ils portaient comme s'ils avaient été prononcés à travers un mégaphone. Même le jeune couple dans la cabine du coin était figé, respirant à peine. La bravade de Murdoch se fissura à nouveau. Il remua sur sa chaise, jeta un coup d'œil à la porte, puis de nouveau à Calvin. « Et si je ne le fais pas ?» Vega prit la parole depuis son poste près du comptoir. « Alors tu découvriras que ça fait d'être le plus petit homme de la pièce, sans que personne ne pose un doigt sur toi. » Ça eut un autre effet. Les amis de Murdoch ne croisaient plus son regard maintenant. Le tatoué se pencha vers lui et marmonna quelque chose de trop bas pour que les autres l'entendent. Quoi que ce fût, cela fit serrer la mâchoire de Murdoch. Earl se pencha en avant, juste un peu. « J'ai affronté des hommes outre-mer qui pensaient pouvoir prendre tout ce qu'ils voulaient parce qu'ils avaient une arme à la main. Tu n'en as pas, Travis. Tout ce que tu as, c'est ta bouche, et elle signe des chèques que tu ne peux pas encaisser. » L'insulte fit mouche. La bouche de Murdoch s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Dehors, quelqu'un de la petite foule frappa légèrement à la fenêtre, curieux de l'affrontement. Les têtes se tournèrent vers le bruit, mais les yeux de Calvin restèrent fixés sur Murdoch. « C'est la dernière fois que je le dis, » dit Calvin. « Lève-toi, regarde-le dans les yeux, dis que tu es désolé, puis... » Mais plus mûr. Hoche restait assis, puis il devenait clair qu'il manquait de marge de manœuvre et même lui sentait le mur. Murdoch se déplaça de nouveau sur son siège, cette fois en s'appuyant en arrière comme s'il essayait de récupérer un espace qui ne lui appartenait plus. Le cuir de sa veste a gémi quand il a croisé les bras, ses yeux se plissant vers Calvin. « Alors, c'est ça, hein? Vous pensez pouvoir débarquer ici avec votre petite parade militaire et me dire comment les choses vont se passer ?» Calvin n'a pas élevé la voix. « Non, je ne vous dis pas comment ça va se passer. Je vous dis comment ça se passera.
Cette différence subtile porta un coup plus fort qu'un cri. Le restaurant sembla se pencher en avant, même les bruits de fond, le ronronnement du réfrigérateur, le léger tintement des couverts s'estompant sous le poids de l'échange. Les lèvres de Murdoch s'étirèrent en un demi-sourire. Vous savez, j'ai eu des gens qui ont essayé de m'intimider avant. Ça n'a jamais marché. Le ton d'Earl était bas mais ferme. C'est parce qu'ils essayaient. Lui, non. Cette déclaration fit jeter un coup d'œil irrité à Murdoch vers Earl, mais c'était la vérité dans le calme de Calvin qui le fit de nouveau bouger sur son siège. Patrick Doulin, toujours assis dans la banquette avec Carter, prit enfin la parole. Vous êtes déjà retrouvé dans une pièce où vous êtes le seul à ne pas comprendre les règles? C'est là que vous êtes assis maintenant, Murdoch. La mâchoire de Murdoch se contracta, mais il ne répondit pas. Il balaya la pièce du regard, cherchant peut-être un allié, peut-être une issue. Calvin fit un pas lent, se rapprochant. Je vais vous donner une chance, dit-il. Levez-vous, dites que vous êtes désolé et partez. Personne ne vous suivra, personne ne vous touchera. Vous pourrez faire comme si rien ne s'était passé. Et si je ne le fais pas, demanda Murdoch, sa voix essayant de paraître désinvolte, mais une tension était palpable. Alors, dit Calvin, vous restez assis pendant que toutes les personnes ici, et probablement la moitié du comté ce soir, se souviendront de vous comme de l'homme qui a giflé un vétéran de 81 ans et qui a dû être escorté hors d'un restaurant comme un enfant. Un murmure de rire passa à travers quelques banquettes. Les joues de Murdoch s'empourprèrent. Vous pensez que ça m'importe, demanda-t-il. Ça importera, dit Vega, de son poste près du comptoir, parce que quand vous entrerez au magasin de bricolage ou à la station-service ou dans ce bar que vous aimez sur la 5e rue, tous les regards seront braqués sur vous, et vous saurez pourquoi. Earl se pencha en arrière sur son siège, laissant son fils prendre les devants, mais son regard ne quitta jamais Murdoch. Vous êtes assez jeune pour faire d'autres choix, Travis, mais la fierté est un lourd fardeau à porter quand on a déjà perdu. L'ami tatoué rompit finalement son silence. Travis, peut-être qu'il faudrait juste le faire. Ça n'en vaut pas la peine. Tais-toi, claqua Murdoch, mais la faille dans son armure s'était élargie. Son ami se pencha en arrière, les lèvres serrées, ayant fini d'essayer de le défendre. Le jeune couple dans le coin échangea un regard. L'homme murmura quelque chose à sa partenaire et elle secoua la tête, les yeux rivés à la scène. Même le bruit d'une fourchette tombant sur une assiette quelque part à l'arrière résonnait fort dans le silence. Calvin s'avança jusqu'à la table de Murdoch maintenant, sans l'envahir, mais suffisamment près pour que Murdoch doive lever la tête. Vous vous êtes amusé, maintenant vous allez réparer les choses. Murdoch détourna le regard, ses yeux papillonnèrent vers la porte comme s'il calculait une sortie rapide, mais avec Calvin entre lui et la sortie, et 3 camions d'anciens soldats dispersés dans le restaurant, fuir ne semblait pas être une option réaliste. Carla, derrière le comptoir, parla enfin de nouveau. Travis, assez. Faites ce qu'il faut. Vous venez ici depuis des années. Ne soyez pas celui dont on se souvient comme ça. Sa voix adoucit l'instant, mais cela ne changea rien au fait que tous les regards étaient toujours braqués sur lui. Murdoch frappa la table une fois avec ses doigts, puis 2. Il expira, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. Et si je dis non? La voix de Calvin ne changea pas, alors je passerai les 20 prochaines minutes à vous dire exactement ce que mon père a fait pour ce pays et exactement ce que j'ai fait. Et vous resterez assis à écouter parce que nous nous en assurons. Et toutes les personnes ici l'entendront aussi, et elles se souviendront que vous êtes resté assis parce que vous n'avez pas eu le courage de vous lever. Les mots n'étaient pas criés, mais ils frappaient plus fort que n'importe quelle menace physique. Les yeux de Murdoch papillonnèrent vers Earl, qui le regardait comme un homme qui avait déjà vu comment cela se terminerait. Mais avant que Murdoch ne puisse répondre. NDRE, le ton de Calvin changea, plus doux maintenant mais plus dangereux. Et c'est là que le vrai défi commença. La voix de Calvin s'abaissa, presque conversationnelle, mais les mots portaient dans le silence. Vous pensez que c'est entre vous et moi? Ce n'est pas le cas. Il s'agit de ce que mon père représente. Vous l'avez giflé, Travis, mais ce n'était pas qu'une simple gifle. Vous avez giflé chaque homme et chaque femme qui a jamais porté un uniforme et fait son travail sans demander de médaille en retour. Earl resta silencieux, mais ses yeux ne quittèrent jamais Murdoch. Le regard n'était pas haineux, c'était le regard ferme d'un homme qui avait vu de vraies batailles et savait que celle-ci n'était qu'une question d'ego. Calvin recula d'un demi-pas, donnant de l'espace à Murdoch comme pour dire « Voici votre chance », mais Murdoch resta cloué à sa chaise,
les doigts agrippant le bord de la table. Vega s'avança légèrement, posant une main sur le dossier d'une chaise voisine. Vous êtes assis ici à faire semblant de n'avoir rien à perdre. La vérité, c'est que vous avez plus à perdre que vous ne le réalisez. La réputation est une monnaie dans une petite ville, et vous êtes en train de la brûler. À travers tout ça, et très vite tu ne pourras plus t'en sortir. Patrick Doulet se pencha en avant dans sa banquette, la voix calme mais avec une pointe plus acérée. En ce moment, les gens pensent encore que tu fais juste le dur, mais si tu ne règles pas ça, ils sauront que tu n'es qu'un faible, et ça restera plus longtemps que n'importe quoi d'autre. Murdoch jeta un coup d'œil entre eux, son sourire narquois ayant maintenant disparu. Ses amis évitaient tout contact visuel, le tatoué fixait son café comme si cela pouvait lui donner une excuse pour partir. Earl prit enfin la parole, son ton aussi posé que jamais. Quand j'avais ton âge, je pensais avoir quelque chose à prouver. J'ai vite appris que les hommes qui méritent d'être suivis n'ont jamais eu besoin de dire qu'ils commandaient, les gens le savaient à la façon dont ils traitaient les autres. Tu ne comprends pas ça encore, mais peut-être qu'un jour tu y arriveras. Murdoch expira lentement, ses épaules s'affaissant juste assez pour être remarquées. Alors, tu veux que je me lève ici devant tout le monde et que je fasse semblant d'être désolé? Les yeux de Calvin se plissèrent. Faire semblant, c'est ce que tu fais depuis que tu es entré. Je te dis de le penser vraiment. Ça porta un coup. La mâchoire de Murdoch se contracta, mais il ne parla pas tout de suite. Depuis le comptoir, Phil Emselin décida d'ajouter son propre poids à la discussion. Travis, il y a deux sortes d'hommes dans ce monde, ceux qui peuvent regarder quelqu'un dans les yeux et admettre qu'ils ont tort, et ceux qui meurent intérieurement en faisant semblant d'avoir toujours raison. C'est à toi de choisir lequel tu vas être, là, tout de suite. Carla s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. Nous avons tous eu de mauvaises journées, Travis. Celle-ci n'a pas besoin d'être la pire de ta vie, à moins que tu ne la rendes telle. Murdoch finit par regarder Earl au pas Calvin, pas les soldats dispersés dans le restaurant, juste Earl. Le vieil homme était assis, immobile, les yeux clairs, les mains posées calmement sur la table. Pas de jubilation, pas besoin de ça. Tu as déjà pensé que les gens ne te respectent peut-être pas? Demanda Murdoch, bien que l'agressivité ait disparu de sa voix. Earl n'hésita pas, le respect n'est pas quelque chose que l'on obtient gratuitement. On le gagne jour après jour, mais c'est aussi quelque chose que l'on peut perdre en un seul instant. Cette phrase sembla rester suspendue dans l'air. Dehors, la foule s'était agrandie. Quelques personnes filmaient maintenant à travers la vitre, leur téléphone braqué sur l'affrontement. Les yeux de Murdoch se tournèrent vers la fenêtre, réalisant que ce qu'il ferait ensuite pourrait être vu bien au-delà de cette petite ville. Vega reprit la parole, son ton presque désinvolte. Pense aux moments comme celui-ci, ils ne disparaissent pas simplement. Tu t'en souviendras, tout le monde s'en souviendra. La question est, t'en souviendras-tu parce que tu as fait ce qu'il fallait, ou parce que tu n'en as pas été capable? Murdoch recula, la tension dans son corps se modifiant. Sa fierté était toujours là, mais elle était lentement érodée, non par la force, mais par la certitude inébranlable des personnes qui l'entouraient. Earl se pencha légèrement en avant. Il ne s'agit pas de te rabaisser, il s'agit de te faire comprendre qu'il y a une meilleure façon de franchir cette porte que celle à laquelle tu penses. Les mots firent mouche. Murdoch expira longuement et lentement, baissant les yeux pour la première fois depuis l'entrée de Calvin. Mais avant que quiconque puisse prononcer le mot « excuse », la main de Murdoch serra le bord de la table, et on ne savait pas s'il était sur elle. Point de se lever et de se rendre, ou de s'entêter. Pendant un long moment, Murdoch ne bougea pas. Sa main resta sur le bord de la table, les jointures pâles, la mâchoire serrée. La pièce était si silencieuse que le léger bourdonnement du ventilateur de plafond sembla soudain plus fort, comme s'il marquait chaque seconde qui passait. Calvin resta là où il était, les yeux fixés sur Murdoch, lui laissant l'espace nécessaire pour faire un choix. Tu as une seule issue honorable ici, dit-il calmement. Ne la gâche pas, les yeux de Murdoch revinrent sur Earl. Le vieil homme n'avait pas changé de posture, il était assis là, avec la patience de quelqu'un qui avait traversé des situations bien pires. Ce calme était pire que n'importe quelle menace, il disait, tu ne peux pas m'ébranler. Dehors, la foule regardait à travers les fenêtres, les téléphones toujours levés et enregistrant. Murdoch les remarqua et bougea mal à l'aise. Quoi qu'il se passe ici, cela allait perdurer au-delà des murs du Mel's Dîner. Son ami tatoué se pencha plus près, parlant juste assez fort pour qu'il l'entende. Travis, ça suffit, mec. Ça n'en vaut pas la peine.
Fais le juste. L'autre motard ne dit pas un mot, mais son expression fit comprendre qu'il était d'accord. Finalement, Murdoch repoussa sa chaise. Le raclement des pieds métalliques sur le carrelage traversa la pièce. Il se leva lentement, comme si le poids de ce choix avait ajouté des années à sa carrure. Il ne regarda pas Calvin, il ne regarda pas les soldats, il regarda droit Earl. « J'ai dépassé les bornes, dit-il, la voix rauque mais assez forte pour que tout le restaurant l'entende. Je n'aurais pas dû poser mes mains sur toi. » Earl ne bougea pas d'abord, puis fit un seul signe de tête. Le respect commence là. Murdoch déglutit difficilement. « Je suis désolé. » Les mots sortirent raides, comme s'ils avaient été forcés de franchir une barrière, mais ils étaient là. Carla, qui retenait son souffle, le relâcha lentement. Phil fit le plus léger signe de tête approbateur depuis le comptoir. Le jeune couple dans le coin échangea un regard rapide, comme s'il venait d'assister à une scène de film en direct. Le regard de Calvin resta fixé sur Murdoch. « Tu as fini ?» Murdoch hésita, puis ajouta, « Je n'avais pas l'intention de manquer de respect à votre service. Je ne réfléchissais juste pas. » La voix d'Earl était posée. « Réfléchir ou non, on règle les choses en les assumant. Tu as fait ça. » Pendant un instant, les deux hommes se regardèrent simplement. Pas de poignée de main, pas de geste forcé, juste la reconnaît. Conscient que le moment avait basculé, Murdoch se tourna vers la porte, mais la voix de Calvin l'arrêta. Travis, le motard, se figea. « Tu te souviendras de ça, » dit Calvin, non pas comme une menace, mais comme une certitude. La prochaine fois que tu voudras te prouver quelque chose, demande-toi si tu démontres ta force ou si tu essaies simplement de cacher une faiblesse. Murdoch ne répondit pas. Il sortit, ses amis le suivant. La clochette de la porte tinta alors qu'il sortait à la lumière du jour. La foule rassemblée s'écarta pour les laisser passer. Certains des badauds filmèrent leur départ, tandis que d'autres se contentèrent de regarder en silence. Le grondement des moteurs de moto rompit le silence alors que les trois motards montaient en selle et s'éloignaient dans Main Street. À l'intérieur, ce fut comme si le restaurant lui-même exhalait un soupir. Les conversations reprirent, hésitantes au début, puis de plus en plus fortes. Carla reprit la cafetière et commença sa tournée, servant des clients qui semblaient maintenant désireux de remplir l'espace de normalité. Earl tendit de nouveau la main vers son café, en but une gorgée et le reposa. « Bien, dit-il doucement, c'est fini. » Calvin se glissa de nouveau dans la banquette en face de lui. « Pas encore tout à fait. La nouvelle va se répandre avant que le café ne refroidisse. » Vega s'appuya sur le comptoir, regardant Earl. « Tu as géré ça mieux que la plupart ne l'auraient fait. » Earl haussa légèrement les épaules. Pas besoin d'élever la voix, il fallait juste qu'il comprenne qu'il n'y avait aucune issue gagnante là où il allait. Phil ricana. J'imagine qu'il l'a vu assez clairement. Earl regarda vers la fenêtre où la foule commençait à se disperser. Assez clair pour aujourd'hui. Nous verrons demain. Calvin suivit son regard, mais son attention revint à son père. Prêt à finir ton petit déjeuner? Earl sourit faiblement. Toujours. Mais dehors, quelques visages dans la foule qui se dispersait s'attardaient encore, non par curiosité, mais parce qu'ils venaient d'être témoins d'un moment dont ils parleraient pendant des années. Une fois les motards partis, le bruit de leur moteur s'estompant dans Main Street, le restaurant commença à se calmer, mais pas à retrouver son ancien rythme. Ce n'était plus la même pièce qu'il y a 40 minutes. Il y avait maintenant un courant sous-jacent, une conscience silencieuse que tous venaient de partager quelque chose qu'ils n'oublieraient pas. Carla resservit Earl en café, cette fois sans tremblement dans la main. « C'est pour la maison, dit-elle. » Earl lui fit un signe de tête. « J'apprécie. » Au comptoir, Phil se tourna sur son tabouret pour faire face à Calvin. « Tu as géré ça proprement. Tu n'as pas posé la main sur lui, mais tu l'as quand même fait sortir. » Calvin haussa les épaules. Il ne s'agissait pas de jeter des coups de poing. Il fallait qu'il voie ce qui arrive quand on s'en prend à la mauvaise personne. Et parfois, la mauvaise personne n'est pas celle qui se tient devant toi, ce sont les gens qui se tiendront derrière elle. Vega esquissa un sourire depuis sa place près du comptoir. On voyait qu'il cherchait une issue à mi-parcours, mais sa fierté ne cessait de lui barrer le chemin, c'est souvent comme ça que ça se passe, dit Earl. Il prit sa fourchette et mangea une bouchée de ses biscuits et sa sauce qui était maintenant froid, comme si toute la confrontation n'avait été qu'une interruption de son petit déjeuner.
Le jeune couple dans le coin finit par se lever pour partir. En sortant, l'homme s'arrêta près de la banquette d'Earl. « Monsieur, mon grand-père a servi au Vietnam. Je voulais juste dire que je suis désolé que vous ayez traversé cela et vous remercier pour votre service. » Earl le regarda dans les yeux, offrant un simple « Votre grand-père est le bienvenu, et vous aussi. » Après leur départ, Calvin se pencha en avant, posant ses bras sur la table. « Tu sais, la nouvelle va vite se répandre. Henderson est une petite ville, et la moitié de cette foule dehors l'a probablement déjà postée en ligne. » Earl ne semblait pas troublé. Qu'il en soit ainsi. Peut-être que cela fera réfléchir le prochain 2 fois. Carla revint pour essuyer la table maintenant vide que les motards avaient laissée. Je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu Travis Murdoch partir sans un commentaire intelligent. Tu as réussi quelque chose aujourd'hui. Calvin secoua la tête. C'est papa qui a réussi. Je me suis juste présenté. Patrick Doulan et Carter s'approchèrent de leur banquette. Nous retournons à la base, dit Doulan. Mais la prochaine fois que tu nous enverras un message, peut-être préviens-nous si nous allons tomber sur une confrontation en plein service de petit déjeuner. Calvin ricana. J'y penserai. Les soldats commencèrent à sortir un par un, faisant un signe de tête à Earl avant de s'engager dans la lumière du soleil. La foule dehors s'était en grande partie dispersée, bien que quelques curieux locaux s'attardent, bavardant en petits groupes. Phil resta au comptoir, ressassant l'histoire dans sa tête. Ça va être difficile pour Travis de se montrer au VFW après ça. Earl sirota son café. S'il le fait, peut-être qu'il gardera ses mains pour lui la prochaine fois. Vega s'arrêta à la porte, jetant un coup d'œil à Earl. Tu sais, tous les pères n'auraient pas un fils qui laisserait tout tomber et ramènerait des renforts. L'expression d'Earl s'adoucit, juste un soupçon. Tous les pères n'ont pas la chance que j'ai. Calvin sourit à cela mais ne dit rien. Dehors, le soleil était maintenant haut, projetant une lumière vive sur les camions toujours garés au bord du trottoir. Quelques passants ralentirent le pas pour jeter un coup d'œil à l'intérieur, comme s'ils essayaient d'imaginer le moment qu'ils avaient déjà manqué. Carla glissa l'addition sur la table, mais Earl la repoussa. « Mettez-le sur mon compte et ajoutez le café pour ces gars-là aussi. » Elle regarda Calvin. « Je reste juste assez longtemps pour m'assurer qu'il finisse son petit déjeuner, » répondit Calvin. Earl lui lança un regard en coin. « Tu sais que je peux m'occuper de moi. »« Je sais, » dit Calvin, « mais parfois il ne s'agit pas de savoir si tu peux. Il s'agit de montrer aux gens qu'ils ne sont pas seuls. » Ils mangèrent dans un silence confortable pendant quelques minutes, le genre qui suit une tempête. Les autres clients reprirent lentement leur repas, bien que de temps en temps le regard de quelqu'un revienne vers Earl, comme pour vérifier qu'il était vraiment aussi imperturbable qu'il en avait l'air. Au moment où ils se levèrent pour partir, le restaurant semblait différent. Pas plus sûr, exactement Henderson était déjà un endroit sur mais plus conscient, comme si un rappel avait été semé ce matin-là sur ce à quoi ressemblait le respect lorsqu'il était défendu de la bonne manière. Mais Earl savait, en sortant au soleil, que des moments comme cela ne s'estompent pas, ils prennent de l'ampleur, voyagent vite et changent la façon d'agir des gens pendant longtemps après. Au moment où Earl et Calvin sortirent, la foule avait disparu. Seules quelques empreintes de pas éparses sur le trottoir laissaient deviner l'audience qui avait été là moins d'une heure auparavant. Les 3 camions étaient toujours garés le long du trottoir, le soleil scintillant sur leur chrome. Calvin marcha quelques pas devant, scrutant la rue comme si c'était une seconde nature. Earl suivait à son propre rythme régulier, une main dans la poche de sa veste, l'autre ajustant la visière de sa casquette. « Tu sais, ça va faire le tour d'Internet d'ici ce soir, » dit Calvin sans se retourner. Earl haussa légèrement les épaules. Alors peut-être que quelqu'un là-bas comprendra le message sans avoir à le vivre d'abord. Ils atteignirent les camions, mais aucun des 2 hommes ne fit mine de monter. Calvin s'appuya contre la portière côté conducteur. « Tu aurais pu appeler le shérif, lui dire de sortir Murdoch de là et de porter plainte. »« Pourquoi m'appeler, moi ?» Earl rencontra son regard. « Parce que je n'avais pas besoin d'une arrestation. J'avais besoin d'une leçon, une qu'il n'oublierait pas. Et je savais que tu amènerais le genre d'homme qui donne des leçons sans lancer de coups de poing. » Calvin y réfléchit un instant. « Tu crois que ça va rester ?» Earl hocha la tête. « Ça restera. Pas assez pour le changer complètement, peut-être, mais assez pour le faire réfléchir à 2 fois. C'est tout ce qu'on peut faire pour certaines personnes, les faire réfléchir à 2 fois. » Une brise descendit Main Street, portant l'odeur du pain frais de la boulangerie à 2 pâtés de maison.
Le calme de la ville était revenu, mais c'était un calme différent maintenant, un calme qui portait le résidu de ce qui s'était passé. D'en face, Phil sortit de la quincaillerie et fit un signe de la main. Prenez soin de vous maintenant, et Earl, le petit déjeuner sera pour moi la prochaine fois. Earl lui rendit un petit signe. On verra bien. Les frères de peloton de Calvin étaient déjà retournés à l'installation de la garde nationale, mais la solidarité qu'ils avaient apportée au Melles dîner persistait dans la façon dont les gens regardaient Earl en passant, un signe de tête d'acquiescement ici, un salut de la casquette là. Personne ne disait grand-chose, mais le respect était là, tacite. Alors qu'il montait dans le camion, Calvin jeta de nouveau un coup d'œil à son père. « Tu as toujours su garder ton calme au milieu des choses. Je ne crois pas t'avoir jamais vu perdre ton sang-froid. » Earl gloussa doucement. « Oh, je l'ai perdu plein de fois. Juste jamais quand ça m'aurait fait perdre plus que ce que j'aurais gagné. » Ils sortirent de la ville, longeant des devantures familières et des rues secondaires. Calvin garda la main ferme sur le volant, son esprit ruminant ce qui venait de se passer. Finalement, il dit, « Papa, je ne pense pas que les gens réalisent la force qu'il faut pour rester assis et ne pas riposter. » Le regard d'Earl resta fixé sur la route devant lui. C'est parce que la plupart des gens pensent que la force, c'est de frapper plus fort. La vérité, c'est que la vraie force, c'est de savoir quand ne pas frapper. Calvin laissa les mots s'installer. Ils n'eurent pas besoin de beaucoup parler après cela. De retour chez Earl, le vieil homme sortit du camion, marquant une pause avant de monter les marches du Porsche. « Tu rentres ?» Calvin secoua la tête. « Je dois retourner à la base, mais je passerai te voir plus tard. » Earl lui adressa un hochement de tête ferme. « Bien. Et Calvin, je suis fier de toi. » Calvin esquissa un sourire rare et sincère avant de remonter dans le camion et de s'éloigner. À l'intérieur, Earl posa sa casquette sur la table de la cuisine et se versa une autre tasse de café. Seul maintenant, il s'accorda une longue respiration, non de soulagement mais de satisfaction, le genre qui vient de savoir que l'on n'a pas seulement gagné une dispute, mais que l'on a renforcé un principe. Parce qu'au final, la vraie victoire n'était pas de faire en sorte que Murdoch s'excuse. C'était de montrer à tout le monde dans ce restaurant, et peut-être même à des inconnus en ligne, que le respect vaut la peine d'être défendu, et qu'on n'a pas besoin de donner un seul coup de poing pour le faire. Et c'est ça, le propre des moments comme cela, il se propage. Quelqu'un dans ce restaurant pourrait traiter la prochaine personne qu'il rencontre un peu mieux, quelqu'un qui regarde la vidéo pourrait réfléchir à 2 fois avant de laisser son orgueil le pousser trop loin. Même Murdoch, qu'il l'admette ou non, emporterait cette matinée avec lui. Le respect se gagne, il se défend, et quand on le défend de la bonne manière, on donne l'exemple que d'autres peuvent suivre. Si vous avez déjà pris la défense de quelqu'un qui ne pouvait ou ne voulait pas se défendre, vous savez exactement ce que ça fait. Et si ce n'est pas encore le cas, peut-être qu'un jour vous aurez votre chance. Alors, rappelez-vous ceci, quand le moment viendra, soyez celui qui s'avance, pas celui qui détourne le regard. Et si vous voulez plus d'histoire qui montre ce que signifie défendre ce qui est juste, le courage tranquille. Les vrais moments, assurez-vous de vous abonner, car la prochaine pourrait bien changer votre façon de voir la force.